bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette table ronde Agisson. Les émergences sonores des festivals de plein air, un sujet qui monte. Alors, qui dit émergence dit éventuellement riverain pas content. Qui dit riverain pas content dit éventuellement danger sur les festivals de plein air. Et parler d'émergence, c'est souvent parler de la relation difficile entre l'exploitant de festival, les riverains, les élus, la préfecture de police, les acousticiens. Et la plupart des parties prenantes sont justement là. Donc c'est plutôt une chouette table ronde qui va nous amener à parler de plein de choses, et notamment de l'EINS. Donc on va traiter cette question avec Yann Beuzan, qui est directeur de 6 par 3 et du festival 6 par 4. J'en avais oublié un. Et du festival des Trois éléphants, qui est également président de la Fédélima. Guillaume Combette, qui est directeur de HC Acoustique, qui est un bureau d'études. Thomas Moisson, qui est fondateur de Ecléo, qui est également un bureau d'études. Gérard Lefebvre, qui est élu à la culture de la ville d'Angoulême, pour remercier, puisque il y a un instant, l'équipe d'Agisson me disait que ce n'est pas souvent que des élus viennent nous rejoindre, donc merci beaucoup. Stéphane Carrara, qui est ingénieur sanitaire de l'ARS Île-de-France. Et pour ma part, je suis Cyril Puig, ancien administrateur du Festival des Nuits de Fourvière, qui, en son temps, a eu quelques soucis également avec les riverains. Et depuis quelques années, consultant pour Pogo Développement, une maison qui s'occupe de management et de prévention des risques dans le secteur du spectacle. Alors pour commencer, immédiatement, on va se tourner vers Stéphane Carrara, et à qui je vais demander, pour commencer, de nous expliquer comment travaille l'ARS sur le terrain, comment on travaille avec vous, comment vous travaillez avec les préfectures. Donc, bonjour à tous. Je vais présenter rapidement l'ARS parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse finalement l'Agence régionale de santé. Donc, ça a été créé en 2010. Il y a eu une réforme, et donc les DAS à l'époque, une partie en tout cas, est partie dans les agences régionales de santé, les services santé-environnement notamment, qui travaillaient pour le préfet sur différentes missions, que ce soit la qualité de l'eau potable, le logement insalubre, ce genre de choses. Donc tout ça est parti en 2010 à l'ARS Île-de-France, et donc c'est notamment des agents, des fonctionnaires, des agents de l'État. Et aujourd'hui, de ce que font les ARS, il y a notamment un plan régional santé-environnement. Donc chaque région a son PRSE, le 3, il s'est terminé je crois en 2021. Et dans le PRSE de l'ARS Île-de-France, justement, on a mis en avant des actions par rapport à la problématique des sons amplifiés à l'écoute de la musique pour le jeune public. Et l'ARS Île-de-France finance différents partenaires, que ce soit le RIF, CIDB, Bruit par RIF, Avenir Santé et d'autres, pour des actions de prévention au niveau du jeune public. Parallèlement à ça, l'ARS Île-de-France sous-traite, on va dire, à la compétence pour intervenir sur la problématique des sons amplifiés qui relève de la compétence du préfet. Donc là, à ce titre, on peut être destinataire des signalements, des plaintes et instruire les dossiers, ou être sollicité par la préfecture, par exemple, s'il y a un événement. Et donc, on peut aller sur site à tout moment, réclamer les études de l'impact des nuisances sonores, faire des contrôles ou des mesures chez les riverains, au même titre que fait la préfecture de police de Paris, parce qu'à Paris, justement, l'ARS n'intervient pas, c'est la petite particularité, c'est l'APP qui intervient. Donc voilà ce que je pouvais dire pour une présentation. Puis on va considérer qu'il n'y a pas que des spécialistes dans la salle, et puis on va vous demander de redéfinir l'émergence. De quoi on parle ? Donc l'émergence, dans la réglementation depuis le décret de 2017, on a séparé la protection du public, les niveaux maximum de diffusion pour le public. L'émergence, ça concerne les riverains, donc c'est mesurer, on va dire, le niveau à la réception chez les riverains en comparant le niveau avec l'activité en fonctionnement au niveau mesuré s'il n'y aurait pas l'activité, ce qu'on appellerait le bruit résiduel. C'est cet écart qui est réglementé. Les valeurs sont inscrites dans le code de la santé publique et dans le code de l'environnement, sachant que si ça concerne un lieu ouvert ou un lieu clos, ce n'est pas les mêmes critères qui sont retenus. Mais ça, je pense qu'on en reparlera après. À la limite, on va immédiatement parler de cette question-là au regard du décret et de l'arrêté d'avril. Ce niveau d'émergence, il est de combien et comment on le mesure ? Est-ce qu'on peut rentrer déjà dans ces aspects techniques ? Alors, pour les lieux clos, il est de 3 décibels par bande d'octave et 3 décibels au niveau global. Pour les lieux ouverts, il est de 7 décibels sur les 2 premières bandes d'octave et 5 sur les suivantes. Et pour le niveau global, c'est ce que j'ai dit, en bande d'octave, oui.
Pour le niveau global, c'est 3 décibels de nuit, 5 de jour, auquel il faut rajouter un terme correctif en fonction du temps d'apparition de la source. Ça, c'est dans la partie bruit de voisinage qu'on retrouve ces valeurs. L'ARS, du coup, vous êtes plutôt l'interlocuteur du préfet, c'est-à-dire que si on souhaite travailler avec vos services, comment on fait on vous sollicite en direct, c'est possible ces choses-là? Alors, en toute logique, si ça arrive à la préfecture, si la préfecture a bien connaissance de l'existence du service, ils vont redescendre le courrier vers l'ARS. Sinon, on peut saisir en effet en direct l'Agence régionale de santé et à eux de faire le lien justement avec la préfecture s'il y a des besoins spécifiques. Mais en général, ils vont instruire le dossier et les demandes. D'accord. Quand on a préparé ensemble cette table ronde, vous me disiez parfois la préfecture me prévient trop tard. Il faut permettre à tout le monde d'anticiper. On peut parler de bonnes pratiques pour travailler avec vous, peut-être? C'est ça. Je pense qu'en effet, le service santé environnement de l'ARS n'est pas forcément identifié. Et malheureusement, ça arrive. Enfin, il y a 2 ans, quand je suis arrivé à mon poste, par exemple, j'ai été averti qu'il y avait un festival qui avait lieu sur le département, un festival qui a eu lieu chaque année, qui posait problème visiblement aux communes avoisinantes, sauf qu'on m'a prévenu le vendredi pour le samedi. Bon, là, je pense que c'est un petit peu tard. Donc, le message, justement, c'est de se rapprocher des services compétents, en l'occurrence de l'ARS, pour anticiper un maximum en amont, voir les attentes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévoir plutôt que gérer dans l'urgence. D'accord, on va effectivement en reparler sans doute quand on parlera de l'étude d'impact. On va se tourner du coup vers Yann pour voir maintenant comment, sur le terrain, au regard des festivals, ça fonctionne. C'est-à-dire comment cette réglementation elle est appliquée, est-ce qu'elle est applicable? Alors, Et puis avant on va se demander de présenter les festivals. Ouais, donc les Trois éléphants, c'est un festival qui se tient chaque année au mois de mai à Laval. Donc vous demandez tous où se trouve Laval. Laval, c'est une ville de 50 000 habitants en Mayenne. Et la Mayenne, c'est où? Eh bien, c'est dans l'ouest de la France, depuis quand on part de Paris, quand on va vers Rennes. Voilà, c'est un territoire rural principalement, mais avec du coup la ville-centre qui donc a 50 000 habitants. Et du coup, le festival, il a une trentaine d'années. Il est né dans un petit village et il a déménagé à Laval il y a une quinzaine d'années maintenant. Et il se passe vraiment en cœur de ville. Donc quand je dis en cœur de ville, c'est vraiment, il y a une grande place qui s'appelle la place de RC. Et en fait, on est vraiment implanté dessus. Donc c'est vrai que quand on organise le festival, on a un impact assez fort sur les riverains de manière générale, en termes de circulation, de stationnement, et du coup après on parlera de l'impact sonore. C'est un événement qui dure sur une dizaine de jours, mais il y a un temps fort de 2 soirs payants, musique, et puis après on a la particularité de faire beaucoup d'art de rue aussi sur ce festival-là. Voilà, que dire d'autres sur ce festival? Je crois que c'est à peu près la jauge publique, c'est 9000 personnes par soir. Voilà. Et on a fait une très bonne année l'année dernière, enfin cette année 2023, donc on est très content. Et c'est évidemment très très serein avec les riverains. Et c'est extrêmement serein avec les riverains. On est à un point de détestation qui est assez avancé. En fait, à partir du moment où le festival s'est installé en centre-ville, je veux dire, c'est une ville comme beaucoup de villes de province avec une bourgeoisie qui habite le centre-ville. Donc c'est vrai que les petits trublions qui viennent avec les 10 000 festivaliers par jour en centre-ville, c'est pas forcément regardé d'un très bon œil. Mais ceci dit, on va dire que jusqu'au Covid, il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu de grosses altercations. Il y a toujours eu un travail avec les riverains chaque année, des réunions d'anticipation pour présenter un petit peu le plan de circulation qui allait bouger, pour leur présenter le programme du festival, les invités, etc., etc. Donc il y a quand même un point d'accroche avec eux. Et puis en fait, il y a eu le Covid. Le Covid, donc on a annulé de l'édition 2020. L'édition 2021, elle s'est faite uniquement sur de l'art de rue et pas du tout avec de la musique. Donc c'est vrai qu'on est revenu en 2022
en disant que c'était l'heure de la bamboche qui était revenue. Hein. C'était un terme qu'on utilisait beaucoup, tous, un petit peu partout. Et c'est vrai que on y a été comme on y allait avant. Autre chose que j'ai pas précisé, c'est que le festival il est plein air et il est mixte en fait plein air intérieur puisqu'on a une salle en centre-ville qui peut accueillir 4500 personnes. Donc on a une scène extérieure, une scène intérieure et puis on a un petit jardin où il y a une troisième scène en extérieur également. Et donc, du coup, 2022, on est revenu. L'édition s'est bien passée d'une manière générale. Et à l'approche de l'édition 2023, on a eu un point d'alerte avec un message de l'ARS qui nous a demandé « Mais avez-vous fait votre INS ?» Nous avons été saisis d'une plainte de riverains. Présentez-nous votre EINS. Et comme tout bon organisateur de festival en 2023, on avait mis un petit peu la question de l'EINS sous le tapis, puisque on sait, je pense que le législateur le sait aussi, que c'est une législation qui est inapplicable. Donc pourquoi faire une EINS qui va montrer que nous sommes hors des clous, et du coup c'est un petit peu tendre le bâton pour se faire battre. Donc non, nous n'avions pas fait de INS, donc on a commencé à se concerter avec la préfecture et les services de l'ARS pour mettre en place des mesures in situ, ce qui équivaut à une INS. Et puis ça a été complété par des mesures des agents de l'ARS sur site, chez des riverains. L'étude s'est donc faite pendant le festival, on n'est pas sur une étude prédictive. Non, on n'est pas sur une étude prédictive. Mais c'est pareil, je pense qu'on reviendra sur l'étude prédictive qui est tout à fait... Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai pas discuté avec un BEA qui m'a dit qu'il avait une méthodologie qui peut nous affirmer tel ou tel résultat. En fait, le bruit est tellement soumis à de multiples facteurs qu'au final, il y a beaucoup d'incertitudes quant aux résultats. Du coup, cette étude, vous l'avez conduite cette année, c'est bien ça? Nous l'avons conduite cette année. Et tac, je vais vous donner les résultats. Elle est extrêmement mauvaise, bien sûr. Puisque sur tout ce qui est en dehors de la loi, donc basse fréquence, on est bien sûr au-dessus. Mais là, c'est pas régi par la loi. Donc... Voilà, même si on sait que souvent ce sont les fréquences les plus, celles qui dérangent le plus, puisque c'est les vibrations, et voilà. Et après sur les autres bandes, on est au-dessus entre plus 20 et plus 50 en fonction des bandes. Donc en effet, quand on parle d'émergence de plus 5 à plus 7, on est largement au-dessus. Les riverains sont à 20 mètres derrière la scène et puis pour d'autres à 100 mètres. Voilà. Quand on a travaillé ensemble, vous m'avez dit la préfecture est plutôt compréhensive, on peut toujours faire mieux, mais on a des limites techniques et financières. Est-ce que cette compréhension, cette écoute, vous la retrouvez altérée par l'étude d'impact ou renforcée? Non, elle est renforcée parce que justement, ils savent très bien qu'ils ont une loi inapplicable devant eux et qu'en fait, l'expérimentation de Mars Attack montre bien qu'il y a des leviers, mais on ne pourra jamais tomber dans le cadre de la loi. Donc à un moment... on est face à toute la contradiction des législateurs qui veulent absolument régir tous les pans de la vie des êtres humains, mais en fait, c'est stupide, quoi. Et on comprend les limites techniques. On dit deux mots des limites financières. Combien elle vous a coûté on peut parler de ça? Combien elle vous a coûté cette étude d'impact? L'étude d'impact en elle-même, elle nous a pas coûté énormément. C'était 5 000 €, je crois, de mémoire. Bravo Laval, si 5 000 c'est pas beaucoup, formidable. Non, mais quand sur un budget d'1 million, c'est pas, mais c'est sûr que c'est pas une dépense qu'on aurait voulu avoir, puisque on était à l'équilibre à 95% de remplissage de jauge, donc c'est forcément des dépenses qui sont à la fois, vu qu'on sait qu'on va être hors la loi, c'est inutile. Donc voilà, mais
Mais voilà, on n'est pas non plus sur des coûts démesurés. Ouais. Non, mais oui, bon, on peut plaisanter là-dessus, mais voilà, cette étude, elle a juste confirmé ce qu'on savait déjà. Donc voilà, cette demande, elle est. Et effectivement, dans l'économie des festivals, c'est-à-dire que tous les festivals sont soumis à cette réglementation. Et dans l'économie des festivals, on en parlait d'ailleurs, je crois, avec une personne du public juste avant le début de cette table ronde. Dans les petits festivals, puisque tu représentes également la Fedelima, ça reste un défi. En fait, c'est pas tant Alors, l'étude en elle-même est une dépense, et comme on le sait, c'est une dépense qui est inutile. Après, c'est vraiment sur les solutions qu'on pourrait mettre éventuellement en œuvre pour abaisser les niveaux d'émergence, où là, en fait, ça demande un investissement qui n'est pas du tout, qui est pas du tout à la portée de tout le monde. Et voilà, mais on est face à une loi qui a un décret qui est, pour moi, je le dis souvent, c'est une arme de destruction massive de la vie culturelle en France. On va effectivement revenir là-dessus. Juste avant de passer la parole à Gérard, au titre de la Fedelima, il y a combien de festivals qui sont aujourd'hui, tu disais, dans l'œil du cyclone ? Alors, dans la Fedelima, c'est surtout des lieux, mais certains sont organisateurs de festivals. Et puis, il y a moi, je suis aussi au syndicat des musiques actuelles. Là, cette année, qu'on connaît des cas qu'on connaît qui ont été, on va dire, en discussion avec l'ARS fortement, avec des plaintes de riverains et tout. On était sur une dizaine, mais encore une fois, c'est une loi qui s'impose à tout événement de plus de 2 jours, ou qui porte le nom de festival, ou qui diffuse de la musique amplifiée, ou qui a une activité de guinguette ou de choses comme ça, plus de 12 jours dans l'année, je crois. Donc c'est énormément de gens, énormément d'organisations, et encore une fois, on est face à une législation qui est inapplicable. Merci. Gérard, quand on a eu un temps d'échange tous les deux, j'ai commencé en disant, est-ce que quand on est élu par rapport à tout ça, on n'est pas entre le marteau et l'enclume, et immédiatement vous avez dit si, exactement, quelque chose comme ça. Oui, on est vraiment entre le marteau et l'enclume. Lorsqu'on se retrouve dans une ville comme Angoulême, qui fait que le budget culture est le 2e budget de la ville. Donc ça veut dire que nous faisons de la culture un élément extrêmement fort de notre image. Évidemment, avec le festival de la bande dessinée, j'étais il y a 15 jours à 2 pas d'ici au comité olympique pour la conférence de presse de la prochaine édition. Nous avons dans cette ville 9 festivals majeurs, dont 2 sont des festivals de plein air, avec les préoccupations qu'on vient d'évoquer, mais nous avons également beaucoup de manifestations qui ne sont pas obligatoirement nécessairement intitulés festival, mais qui sont des événements. Quand vous avez une manifestation qui s'appelle Dansons sur les quais, pour laquelle nous mettons un plancher de danse sur les bords de la Charente. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Angoulême, c'est ce qu'on appelle une ville acropole. C'est comme Lyon, c'est comme quelques villes. Il y a la ville haute et il y a la ville basse. La ville basse, c'est les bords de la Charente. Comme Bordeaux peut avoir son fleuve. On peut s'y promener, c'est très agréable. Il y a une presqu'île. C'est là que, je suppose, pour un certain nombre d'entre vous, vous connaissez cet emblématique festival qui s'appelle Musique Métisse, qui pendant des années s'est déroulé sur les bords de la Charente. Par exemple, petite parenthèse, il y a 30 ans, ce festival, il était au bord de la Charente, il était formidable, les gens avaient les pieds dans l'eau, étaient tranquilles, pique-niquaient. Aujourd'hui, on met des barrières pour que les gens ne tombent pas dans l'eau, on met de la sécurité partout. Je ne parle même pas de la consommation de quelques produits qui permettaient à certains de penser qu'ils étaient à San Francisco. Bref, tout ce temps, tout devient difficile. Et pour votre information, l'élu que je suis a été avant pendant 40 ans dans le spectacle vivant. Donc j'ai connu aussi des festivals et des manifestations qu'il était un peu plus cool de gérer. Aujourd'hui, je me retrouve face à cette problématique dans une ville qui a consacré ce budget culture, je vous dis, et dans laquelle il y a aussi, par exemple, beaucoup de tournages. Je vous rappelle qu'Angoulême, c'est aujourd'hui 40 studios d'animation, c'est 2000 étudiants dans le domaine de l'image, ce sont des professionnels, il y a beaucoup d'événements. Et puis, j'ai l'ambition de porter aussi un projet avec de l'émergence au niveau chorégraphique, de tiers-lieux, de choses comme ça.
Je voudrais pointer deux choses, puisque vous avez vous avez mis un petit trait d'humour dans l'intitulé, en parlant d'un bruit qui monte ou de choses comme ça. Alors moi, je vais faire deux remarques sémantiques au cours de mon rapide exposé. Le décret son, il est fait pour répondre prioritairement, me semble-t-il, au moins au départ, à une problématique de santé publique. C'est pour que les oreilles des festivaliers ne soient pas abîmées. Cependant, il y avait déjà des mesures, limitateurs sonores, bouchons d'oreilles, aires de repos. Et puis, le législateur a souhaité aller au-delà, faire un pas de côté et s'adresser à celles et ceux qui ne participent pas au festival, qui en subissent manifestement les conséquences. Et la musique est devenue une nuisance. Le INS aurait pu s'appeler une étude d'impact sonore. C'est devenu, et on le présuppose immédiatement, ça n'est quand même pas rien, une étude d'impact et nuisance sonore. Vous êtes dans le festival, vous participez. Comment? Ah, Non, nuisance pour moi. Ah ouais. pour moi, c'est nuisance. Si vous me dites ça, tout mon argumentaire s'écroule. Non, mais pour moi, c'est Je nuisance. perds une partie de mon effet. Non, La première partie demeurera, voilà. on est d'accord Monsieur sur de l'ARS, nuisance. c'est nuisance ou niveau? Nuisance. Sauvé. C'est quand même curieux. C'est-à-dire que, effectivement, donc on est passé d'un problème de santé publique à un problème de tranquillité publique. Et alors la tranquillité publique, là, c'est le domaine du maire et de l'adjoint que je suis, puisque je suis officier de police judiciaire également. C'est pour ça que je suis d'astreinte, que je vais voir s'il y a des morts la nuit, s'il y a des violences conjugales, s'il y a des bagnoles qui flambent, des choses comme ça. Et un problème de tranquillité publique. Et là, le maire, ses adjoints dorment un peu moins bien. Ils dorment un peu moins bien, parce que chaque fois qu'il y a une manifestation, je vais y revenir, combien même on aurait mis des procédures de vigilance avant, ça peut vite déraper. Et les petits jeunes qui achètent un local, qui mettent 80 000 euros pour en faire un tiers-lieu, ils font une soirée, ils font gaffe, mais à un moment donné, il y a toujours des gens qui boivent des coups, ils sortent dehors, et là, pan, il y a un riverain qui appelle, puis deux, puis trois, la police municipale arrive, elle dit on est au courant, la police nationale, elle dit on ne veut pas savoir, elle appelle l'élu d'astreinte, elle dit est-ce qu'on arrête tout? Que fait-on? Donc, on est passé d'un problème de santé publique à un problème de tranquillité publique, d'où le fait que ça concerne les municipalités ou les agglos. Et d'autre part, il y a quand même cette interpellation de cette notion de nuisance, ce que je peux parfaitement entendre. La question, évidemment, elle est dans une ville que nous voulons, ou qui se veut, comme la plupart des villes actives, où on espère qu'il y a des jeunes, il n'y a pas que des gens qui se couchent tôt. Comment concilie-t-on, et ça c'est ma problématique, c'est celle que je voulais aujourd'hui aborder lorsqu'on a parlé avec Cyril ou avec Angélique, comment fait-on dans une ville, comme beaucoup d'autres, dans laquelle on a envie de s'emparer de l'espace public, surtout quand vous êtes dans le sud-ouest, que vous êtes dans une ville que Goldoni aurait pu s'emparer, il y a des places, il y a des placettes, vous avez un festival ancestral sur les berges de la Charente, vous en avez d'autres au cœur de ville. Comment fait-on pour conserver cette activité artistique dont nous sommes fiers, culturelle dont nous sommes heureux? Comment fait-on dans les villes qui se festivalisent de plus en plus? Il y avait un article il y a très peu de temps dans une revue sur cette problématique. Comment fait-on? Quelle dialectique peut-on avoir? Quel équilibre peut-on avoir? Quel compromis peut-on trouver pour à la fois avoir cette vitalité, avoir envie de défendre des artistes, avoir envie de défendre des émergences artistiques, pas uniquement sonores, et en même temps respecter la tranquillité de nos concitoyens, laquelle tranquillité est manifestement appelée de leur vœu, puisque si j'en crois à une publication de la semaine dernière de la Fondation Jean Jaurès, parmi les revendications majoritaires qui s'appelaient « Que veulent les Français ?», il y a l'idée d'être peinard, l'idée d'être tranquille, d'avoir son chez-soi et de ne pas être dérangé le week-end. Et je peux l'entendre. Maintenant, c'est évidemment extrêmement compliqué. Pour faire bref, et je conclus, Cyril, ne t'inquiète pas, qu'avons-nous fait face à ce décret? D'abord, on a fait comme tout le monde, on s'est dit « aïe, 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 il faut qu'on y passe ». Il y avait un festival qui s'appelle le Festival Musique Métis,
Et je lui ai demandé de faire son IENS. Ça a coûté 9 000 € au festival Musique Métis, dont l'étude vient de m'être envoyée il y a quelques jours. Il fait 63 pages, je ne l'ai pas encore lu. Je vais rencontrer, il est peut-être là où il m'a donné rendez-vous à midi. Il est là. C'est toi Vincent ? Bonjour, oui, c'est moi. Oui. Salut. Donc c'est toi qui as fait l'étude de Musique Métis, ou enfin c'est vous, pardon, je ne connais pas. Vous pourrez donc nous en parler. Ça nous intéresse beaucoup. Donc, on va pouvoir voir ce qu'on peut en faire. Nous, par exemple, il y a une vertu prédictive, il y a une vertu pédagogique, et cette vertu pédagogique, ça nous a au moins amené, s'il y a un bon côté des choses, c'est se dire, bon, il faut qu'on prenne tout ça en main. Alors nous, à Angoulême, on a mis en place un système qui fait que toutes les manifestations qui se passent dans l'espace public, les brocantes, M6 qui veut tourner, Arte qui vient, Stéphane Bern, tout ce qu'on veut, doivent déposer un dossier à ce qu'on appelle un guichet unique. Ce guichet unique, il va ensuite trier les manifestations selon qu'elles sont de nature sportive, commerciale. Hein. La fête foraine pourrait tomber sous ce coup. Et il faut savoir que dans une ville comme la nôtre, qui est une ville moyenne, il y a à peu près 1 millier de demandes par an d'autorisation du domaine public, dont 300, 350 me reviennent, il faut que je signe. Donc maintenant, j'ai chaque fois la main qui tremble et je mets un gros triangle avec un point, vigilance sur le son. Et on se réunit à peu près tous les 15 jours, entre élus concernés et avec le comité d'hygiène, et on regarde pour border au maximum, demander aux organisateurs toutes les préventions nécessaires, toutes les mises en œuvre nécessaires, et nous-mêmes faire attention. Et je conclus, simplement, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a remis les clés de tel espace, de tel espace, de tel espace à un festival, que se passe-t-il quand à 22h, les organisateurs, à leur corps défendant, dérangent manifestement des gens, et surtout, quelle autorité, et là, pour le moment, on n'a encore engagé personne, vient pour dire, baissez le son. La police municipale, il faut qu'on la forme. La police nationale, alors elle ne discute pas. Hein. C'est en boucle. Donc voilà les problématiques qui sont les nôtres. Elles ne sont pas pour autant, j'ai envie de dire, désagréables à porter. Ça a amené aussi les festivals ou nous-mêmes à demander aux porteurs de projets d'aller associer les riverains. Et là, je pense aussi qu'on a une chose importante. Je comprends très bien que quelqu'un n'ait pas envie de se faire imposer tous les étés, à partir du mois d'avril ou mai, 3, 4, 5 manifestations. En revanche, ça va nous poser la question de dire, que se passe-t-il si demain il y a une nouvelle proposition ? On dira peut-être non. Nous allons nous livrer aussi à une cartographie de la ville pour dire, là, ça peut peut-être coller, là, ça peut peut-être pas coller. En revanche, on ne va pas virer toutes les manifestations pour les mettre à 30 km dans l'agglo. Je ne leur ferai pas ce plaisir. Et ensuite, ça peut nous dégager des budgets, mais ce serait dommage. Mais voilà, donc ce sont ces problématiques-là, qui sont des problématiques politiques au sens le plus noble du terme, ou j'ai presque envie de dire philosophiques. Comment concilier un vivre ensemble ? Comment essayer de trouver ce qui nous réunit, sans pour autant exacerber ce qui nous divise à travers une musique considérée comme une nuisance. Voilà. Sur l'aspect pédagogique, on va y revenir quand on va parler de l'étude d'impact. Avant de passer la parole, je voulais revenir sur un élément. Gérard, tu disais, on a tous connu une époque où lorsqu'on lançait un festival, tout le monde applaudissait. Aujourd'hui, c'est source de tension. Ce qui a fait la bascule, c'est quoi ? Est-ce que tu partages le point de vue de Yann en disant que c'est le Covid ? Oui, peut-être. C'est sûr que, de même qu'Apollinaire disait à Dieu que la guerre est jolie, on va dire c'était peinard pendant le Covid. C'est vrai, c'était calme, les rues étaient tranquilles. C'est sûr qu'il s'est passé un truc. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'indicible qui s'est passé. On voit bien, si je vais jusqu'au bout de ma pensée, j'ai envie de dire, je peux me mettre dans le bain, on peut être devenu paresseux. Par exemple, ou se dire parfois, si je ne vais pas voir ça, peut-être, un de perdu, 10 de retrouver. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre. On le sent dans les fréquentations. Il y a quelque chose. Je crois que c'est plus que ça. Je ne veux pas travailler au doigt mouillé, mais je pense qu'en ce moment, on est dans une société où la notion de tolérance, ça fesse ou ça baisse. Hein. Moi, il y a une très belle définition de la tolérance que j'aime, c'est celle du lexicologue Littré, celui qui a fait le dictionnaire. C'est pour moi la meilleure définition. Il dit tolérer,
c'est accepter ce que l'on pourrait refuser. C'est-à-dire quelqu'un, je suis en train de travailler, il dit est-ce que je peux mettre ma fille? Il me dit je peux mettre de la musique. Je lui dis ok, d'accord, mais un quart d'heure. C'est un compromis. Cette notion de compromis, si je voulais être un peu emphatique, de compromis républicain, de temps en temps, on sent qu'il y a des endroits où il craque. La rue barrée, la rue où on dit qu'attention, pendant 3 jours, vous allez avoir plus de circulation parce qu'on fait des travaux à côté. Tous les élus, moi c'est mon premier mandat, tous les élus me disent ça se complique, ça se tend, c'est sûr. Bon, c'est peut-être un moment passager, c'est peut-être l'effet d'une géopolitique qui nous tend aussi, c'est pas exclu, d'une individualité, d'un communautarisme montant, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'explication, peut-être les sociologues pourront-ils nous la donner. Je suis même pas sûr, mais bon. Merci Gérard. On va continuer le tour de table des parties prenantes et puis on va s'intéresser au bureau d'études acoustiques. On a la chance d'en avoir 2 qui ont des positionnements peut-être différents. Vous allez donc nous expliquer ça. Est-ce qu'on commence par toi, Thomas? Si tu veux. Eh ben, n'hésite pas. Donc bonjour, Thomas Moisson, donc bureau d'études acoustiques Ecléo. Donc pour les études d'impact, on est intervenu sur l'Hellfest. Après voilà, c'est pas le sujet du jour, mais c'était au moins pour avoir cet exemple-là d'approche sur l'écriture de cahiers des charges en amont et de dialogue, notamment avec les prestataires son. Donc, moi, je suis issu du milieu de la culture aussi, donc je le connais depuis très longtemps. Mes associés chez Ecléo, il y a Eddy qui est là, qui est ingé son et acousticien. Et on est associé pour toutes ces questions-là avec David Homer, qui est un cadreur système, où donc on arrive avec une double compétence de compréhension de toutes les parties prenantes, donc pour répondre aux questions acoustiques et pour pouvoir analyser correctement aussi tous les systèmes son et pouvoir discuter avec les prestataires qui sont sur le festival. Là, en l'occurrence, il y en a 2 avec des... on discutait de ça tout à l'heure. On n'a pas fait de cartographie déjà parce qu'il y a que Soundplan pour DNB qui le fait. Et là, on se retrouve en plus avec 2 prestataires, avec 2 marques différentes pour les différentes scènes, quoi. Qui vous sollicite les BEA d'habitude? C'est les exploitants? Là, c'est le festival, ouais, qui a été demandeur directement. Puis on a pu intervenir avec des boîtes d'événementiel production qui demandaient, quoi. Et en termes de positionnement, Thomas, je te cite, nous ne sommes pas un bureau classique, on a une approche plutôt artistique, on cherche à faire des ponts entre le son et le milieu de la culture. J'approche pas la question des festivals de la même manière. Vous pouvez nous en dire plus? Tu peux nous en dire plus? Je savais pas que j'allais te citer. Connaissant je suis musicien, donc j'ai cette approche. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. On vit dans un monde on a besoin de cette culture. Et au final, je suis acousticien, donc je vois bien ce décret qui n'est pas du tout logique. Et je vois comment ça peut détruire et des budgets de festivals, parce que c'est des budgets en plus. Et cette problématique de si on vient fermer un festival par rapport à des émergences, on vient tuer une économie locale aussi, et qui est vraiment importante pour la vie en société, même si les gens veulent être tranquilles. Mais c'est quelque chose d'essentiel. Donc dans cette approche, on est pédagogique, on va essayer d'aller dans le bon sens, de voir comment on peut réduire les émergences, comment on peut travailler avec les prestataires sur les différents systèmes son pour changer des directivités. Dans certains cas, des festivals, ils ont des scènes en fixe, donc on ne peut pas bouger l'orientation des scènes. Mais c'est cette approche, par exemple sur ce cas-là, un des prestataires, je connaissais tous les ingé sons, donc d'arriver sur le site du festival, je les connais tous, ils sont curieux, m'ont posé des questions qu'on se croise sur d'autres festivals, comment ça fonctionne, comment sont les choses. Donc j'arrive pas en inconnu, en étant le vilain acousticien qui va faire baisser le son, quoi, mais plutôt dans un dialogue qui est instauré. Guillaume, on se tourne vers toi. Même question, du coup, est-ce que tu peux présenter la manière dont vous travaillez et comment on travaille avec vous? Ouais, donc nous, on a un positionnement différent. C'est-à-dire que nous, on a été sollicité par le service hygiène et santé publique de la mairie de Marseille. Déjà, donc ils ont un côté visionnaire, il faut le dire, depuis l'Euro 2016. Donc avant le décret de 2017, où les festivals ne rentraient pas dans ce cadre-là, ni d'études d'impact nuisance sonore, mais néanmoins d'émergence. Et donc depuis 2016, et ça a été conforté par rapport au décret 2017, et ils cherchaient quelqu'un, une assistance, parce qu'ils étaient un peu démunis
à la fois techniquement et juridiquement. C'est-à-dire que eux, il y a une particularité, c'est qu'il y a un arrêté préfectoral sur Marseille, Bouches-du-Rhône, où toute nuisance est prohibée. C'est-à-dire donc pour toutes les manifestations sonores, en fait, le maire doit déroger à cet arrêté préfectoral pour pouvoir autoriser toute manifestation. Et donc, en fait, le service hygiène et santé avait besoin d'éléments pour présenter au maire, pour que celui-ci ait des éléments pour déroger à cet arrêté préfectoral. Donc, c'était conforté par le INS. Donc, le INS faisait partie de documents qui auraient pu être utiles pour y déroger. Et donc, voilà, donc on a contribué à travailler dans ce sens-là, donc directement. Donc, on n'est pas du tout BET acoustique, on ne fait pas les études d'impact des nuisances sonores. Mais néanmoins, on a voulu créer un cahier des charges, en fait, propre à chaque site donc, qui reçoit des manifestations. Et dans le même cadre qu'Angoulême, en fait, le but, c'est que vraiment, quand il y a une manifestation qui se dirige vers la mairie, dans la plateforme événementielle, pour dire qu'on veut faire une manifestation sur un certain site, là, le but, c'est que directement, l'exploitant reçoit ce cahier des charges directement. Attention, vous voulez ce site-là, il y a des contraintes, parce que nous, on leur a fait un diagnostic avant, il y a des contraintes à prendre en compte, et ça fait partie du terme du cahier des charges auquel on rajoute des dispositions techniques par rapport à l'étude d'impact des nuisances sonores. Parce que clairement, il y a deux enjeux depuis 2017, et ça a été confirmé par l'arrêté 2023. Il y a l'étude d'impact des nuisances sonores prédictive à fournir, et il y a ces problématiques d'émergence dont on parle aujourd'hui. Et donc, ce cahier des charges, cette étude d'impact des nuisances sonores, pour moi, du coup, je ne suis pas d'accord avec Yann. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, si on regarde la modélisation, on sait qu'on ne va pas en parler maintenant, mais il y a des incertitudes, effectivement, par rapport aux différentes modélisations, différents fabricants. Chaque fabricant a son algorithme, son logiciel. Mais c'est quand même important parce que nous, en fait, on ne va pas réfléchir à un niveau absolu, mais plutôt pour comparer deux situations. Et en acoustique, c'est souvent ce qu'on fait en général. Même si on est sur l'environnement industriel, sur un logiciel cadenas qui est reconnu, tout ça, le niveau absolu, qu'est-ce qu'on en fait en fait ? C'est pas la finalité. La finalité, c'est on met un écran, on n'en met pas, on gagne 20 dB. L'acousticien il dit est-ce que ça vaut le coup de gagner 20 dB ? Oui, non. Voilà. Et donc là, on est plutôt dans cette démarche-là, c'est de travailler avec tous les prestataires et entre guillemets pour les faire travailler. Donc ça marche quand on est bien en amont quand tout le monde travaille très en amont. Et du coup, ce suivi qu'on fait avec le service hygiène et santé publique de Marseille, c'est d'assurer en fait ce dialogue, mais très en amont avant l'événement, c'est-à-dire plusieurs mois, vraiment 6-7 mois avant, pour qu'on soit sûr que tout le monde ait fait l'effort, vraiment, que ce soit technique, organisationnel, tout ça, pour arriver, parce qu'on a quand même une réalité, c'est qu'effectivement, il y a des choses à faire sur les festivals pour limiter quand même, que ce soit directivité par rapport à la technique, on en parlera cet après-midi, il y a des choses à faire pour limiter l'impact réellement. Alors effectivement, les problématiques, les émergences, on n'y sera jamais, on est d'accord, mais néanmoins, elle sert, c'est une impact pour ça, pour dialoguer. On va revenir sur l'étude d'impact et sur la notion du dialogue. Juste, les cahiers des charges que vous avez posés, c'était avant ou après l'expérimentation Mars Attack ? Non, c'était bien avant. Ouais, c'était bien avant. Du coup, Euro 2016. Ouais. Est-ce qu'avec l'expérimentation Mars Attack, l'expérimentation, c'était super Mars Attack. C'est-à-dire que l'anecdote, c'est quand même, j'ai appris qu'il y avait cette expérimentation Mars Attack il y a 1 an et demi lors des rencontres du CIDB, sachant que j'avais déjà ma mission auprès du service hygiène et santé publique sur Mars Attack. Donc là, je me suis regardé avec Geoffrey qu'on a eu hier en disant mais qui fait quoi en fait ? Il y a déjà des gens qui travaillent dessus, donc il y a un petit flottement. Et d'où le fait, c'est vraiment, il y a un gros problème de dialogue en fait. C'est-à-dire que le service hygiène et santé publique était au courant ou pas. Enfin, ils font faire des missions auprès d'acousticiens, mais en parallèle, en même temps, il y a d'autres personnes qui travaillent dessus, donc ça va pas. Donc après, l'expérimentation Mars Attack a fait que pour la première fois, en fait, on avait toutes ces personnes-là autour de la table.
Donc, s'ensuit beaucoup de réunions techniques, animées. Mais on est parti de loin quand même, parce que du coup, le cahier des charges a été critiqué, parce que justement, on rentrait dans des... C'est nouveau en fait, c'est des problèmes techniques. Mais néanmoins, quand même, on est arrivé à de vraies avancées, que ce soit technique et dans le bilan quand même. Sur le bilan de Mars Attack, quand même, il y a eu quand même des retours des riverains positifs. Alors, Malgré le fait que l'émergence, en fait, oui, il y avait 20 dB à 63 Hz, mais c'est pas grave. Il aurait pu y avoir 40 dB. Alors, Il y en a eu 20. si vous n'avez pas pu être là hier sur la table ronde consacrée à Mars Attack, tout est filmé, podcasté, donc vous pourrez la revoir ou faire des clips, des nuits intégrales. Voilà, vous pourrez. J'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Il y a un mot que Gérard a utilisé plusieurs fois qui me semble important, qui est le mot compromis. Est-ce que les BEA, c'est les artisans du compromis ? Bah justement, c'est ça, c'est d'aller dans le bon sens, c'est de trouver le compromis pour que le festival, les événements puissent avoir lieu et d'aller dans un sens où on réduit les émergences. Mais après, c'est des problématiques pour les festivals de coût de système son aussi. Si on change les systèmes son, certaines technologies, faut trouver aussi le parc matériel en France sur des choses. Et après, c'est des discussions aussi, si on propose certaines solutions, est-ce que les prods des artistes vont accepter ça? Est-ce que ça va pas faire fuir des artistes? C'est en tout cas d'avoir toutes ces problématiques-là quand on fait des propositions et quand on est dans le dialogue avec les prestataires et le festival. Donc c'est dans le compromis, et justement par rapport à l'ARS, les liens qu'on a pu avoir avec les ARS, c'était de montrer qu'on est dans le bon sens. Et on n'ira jamais, ça sera jamais bon en plein air, mais d'aller dans le bon sens, comme tu dis. Si on gagne 10, 20, on a déjà gagné, quoi. Oui, c'est important parce que je suis aussi expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Et clairement, s'il y a des procédures qui viennent à être enclenchées par des riverains, en fait, en tant qu'expert acousticien, et c'est là où le compromis se joue aussi sur les experts. C'est-à-dire qu'ok, on va se baser sur une réglementation, on va dire il faut faire des constats, des mesures, on va vérifier qu'il y a 20 dB d'écart avec la réglementation. Mais néanmoins, l'expert a le pouvoir de... Et là, on rentre dans l'obligation de moyens, en fait. Il prend en compte aussi ce qui a été fait par le festival. Donc, s'il voit qu'il y a eu 6 mois de travail avec tous les prestataires réunis et la direction, et pour arriver à des modifications de scène ou de système son, ça rentre en compte. Ça rentre en compte. Et là, je pense, hier, je reviens à ce que disait M. Villemain, c'est ça, du ministère de la Culture. Villemain. Pardon. C'est la première fois que j'entends quand même, c'est libre, la culture ils le disent, mais santé publique, environnement ils le disent pas, c'est cette obligation de moyens. Il a dit le mot hier, il faut qu'on soit dans une obligation de moyens, mais c'est quand même un changement, quand même une bifurcation. Parce que là, on n'est pas je pense qu'on n'est plus dans la réglementation, de l'émergence. Alors attention, je préviens mon voisin de droite que bientôt je vais lui poser la question. Est-ce qu'on est dans l'obligation de moyens ou dans l'obligation de résultats? Je le préviens. Yann voulait réagir. Merci. En fait, je vais préciser quand même ma pensée, parce que tout à l'heure j'ai dit que, en effet, l'étude d'impact des nuisances sonores était inutile. C'était pas pour nous absoudre justement de travailler à un meilleur confort auditif pour les spectateurs, à essayer de minimiser l'impact auprès des riverains. Ce qui est inutile, par contre, c'est qu'on connaît, avant même de faire cette étude, que au niveau des émergences, on dépassera. Et en fait, c'est là où en fait, c'est un coût qu'on doit incorporer dans notre budget annuel, puisque c'est chaque année, il faut refaire une INS. Et c'est vrai que ça, c'est à partir du moment où on cale un nouveau système, où c'est annuel. Donc, c'est là où je reproche, si tu veux, cette automatisation de l'étude d'impact. Et après, c'est vrai que là, il y a Antoine et Capucine qui sont dans la salle, qui composent l'équipe technique du festival. C'est un sujet qui nous occupe, et comme tu dis, c'est un rapport, c'est un rapport avec l'entreprise qui nous fournit le système son. Il faut qu'il y ait un dialogue. Faut déjà qu'il y ait une appréhension par ces boîtes-là de cette problématique-là pour nous. Il va y avoir en effet quel matos va être disponible. Est-ce qu'il en existe
assez pour l'ensemble des festivals. Et en fait, on n'est pas au bout de nos peines là-dessus. Donc c'est inutile parce qu'on connaît déjà le résultat, mais après, ça ne doit pas nous absoudre de travailler à des améliorations. Alors, juste, nous, de notre côté, en fait, notre approche, l'étude d'impact, justement, si on regarde le cahier des charges, en gros, on a enlevé tout ce qui est mesures acoustiques. Parce que nous, pour nous, les mesures acoustiques, ça doit être fait par la préfecture ou l'ARS. Les constats, c'est les constats. Nous, on intègre des mesures, mais auprès des prestataires pour pouvoir caler leur système et voir en temps réel ce qui se passe sur le système. Je ne parle pas d'affichage d'enregistreur réglementaire, je parle d'un système de mesure qui permet d'influer sur le festival en temps réel, si on peut. Il y a beaucoup de difficultés, mais bon, on essaie de tendre vers ça. Et donc, l'étude d'impact, en fait, elle est inutile si vous avez uniquement des mesures de constat. Voilà. Mais pour nous, l'étude d'impact, comme elle est décrite dans le cahier des charges, c'est vraiment tout ce travail en amont de modélisation, alors de comparaison, je veux dire, entre plusieurs systèmes, pour avoir un échange avec la direction technique des exploitants et pour pouvoir après arbitrer et instruire ces études d'impact-là. Alors Thomas voulait répondre, Gérard, et puis après je poserai avec plaisir la question à Stéphane pour voir comment il se positionne dans le débat. Oui, donc c'était déjà aussi pour répondre à cette problématique-là de tous les ans. Il y a cette approche-là des niveaux sonores aussi sur les scènes. Et donc, ce qu'on trouve intéressant, nous, c'est aussi de se dire que quand on intervient, on est une régie acoustique. Au même titre qu'on va avoir une régie lumière, une régie G, une régie son. Qu'on est là, on va, dans l'année, discuter avec les prestataires et travailler en commun sur ces questions-là. Et on est sur le terrain, parce que c'est pas l'ingé son qui non plus qui accueille, parce que c'est pas forcément lui qui va mixer le groupe, qui doit faire la police du son sur les niveaux sonores. Donc c'est important aussi qu'il puisse avoir une équipe dédiée à ces choses-là pour accompagner le festival et que ça soit dans la bienveillance et dans la... Mais, alors, ça marche parce que tu as la double compétence en fait. Le problématique, quand on tombe sur des acousticiens qui sont uniquement acousticiens et qui n'ont pas la compétence, l'acousticien arrive et comme tu dis, il tape sur l'épaule de l'ingé son en disant mais là les niveaux, mais l'ingé son comprend qu'il n'a pas la sensibilité de la sonorisation et de ce qui se passe en temps réel pour lui, et ça pose des problèmes de communication après. Il n'y a pas beaucoup d'acousticiens qui ont la double compétence. On va revenir sur cette question de communication qui est essentielle. Gérard souhaitait intervenir, puis après on va poser... Si ce que tu viens de dire, tu vas le faire, dans ce cas-là, mon intervention est peut-être pas très utile, puisque d'abord, je voulais dire que tout ce qu'on dit là me plaît beaucoup. Je suis quand même quelqu'un de très positif et qui essaie constamment de transformer le négatif en positif. Ce que j'entends me fait plaisir, parce que ça veut dire qu'on prend tous le problème à bras-le-corps et on essaie de faire d'une difficulté, d'une impossibilité, d'une rétention ou d'un recul, et qui fait qu'on va quand même y arriver. Alors, c'est simplement purement, je m'adresse à nos amis qui sont les gens de l'art, ou peut-être à Vincent qui a fait l'étude sur musique métisse. J'avais cru comprendre qu'à partir du moment où un festival, une manifestation, un événement, faisait une étude et que pendant 2 ans, 3 ans, restait dans le même modèle, à la scène identique, ça ne bougeait pas et que ce n'était pas tous les ans qu'il fallait refaire. Parce que s'il faut tous les ans, il faut refaire, ça va coûter très cher. Bon, ça, vous allez me répondre. Deuxième chose, deuxième point, c'est qui paye. Est-ce qu'il revient à la manifestation de payer, ou est-ce qu'il revient à la collectivité, au nom de la tranquillité publique que j'évoquais tout à l'heure, de prendre en charge ce coût? Si tel est le cas, comme vous dites, ouais, ça fait mal aux collectivités, ou alors ça va leur donner un sacré pouvoir qui est de dire vous allez faire tous les 2 ans votre festival parce que vous nous coûtez trop cher, ou on va en mettre un autre, ou voilà, toutes ces questions là. Et enfin, troisième chose, moi je suis vraiment très preneur d'une mutualisation, pas seulement de la réflexion mais du résultat à travers ce que vous dites, parce que j'aime beaucoup tout ce qu'on est en train de dire là sur cette idée. Oui, il faut qu'on fasse des compromis, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on avance, il faut qu'on ait le même but, c'est qu'il faut que ça se fasse pour le respect de tous, des festivaliers, des riverains, des villes, des visiteurs, tout ce qu'on veut. Et on va y arriver. Donc voilà, j'avais cette question, est-ce que c'est tous les ans qui payent? Et si ce n'est pas les prestataires, si ce n'est pas les festivals, à ce moment-là, il faut que la ville fasse, moi j'ai appelé ça une cartographie, et avec ce que vous dites, et ça m'intéresse beaucoup, ce que tu dis Guillaume,
c'est un cahier des charges. On se disait que c'était sans doute ça qu'il fallait faire, c'est-à-dire un cahier des charges pour tel site, un cahier des charges pour tel autre et tout. Voilà. Et est-ce qu'il y a des modèles exportables? Alors, réponse aux questions, c'est un peu l'idée, c'est ça? Alors, c'est un pur hasard que je rencontre Gérard Lefebvre aujourd'hui. On ne s'est pas parlé, j'ai vu les gens qui travaillent avec vous à la mairie. Et effectivement, donc, on a fait l'étude d'impact de Musique Métis à l'été dernier. Et puis, on a remis notre étude courant juillet rapidement et on en a discuté avec les intervenants. Alors, cette étude d'impact, elle est arrivée dans un contexte assez particulier. Il a fallu qu'on agisse très très vite. Votre demande est venue très peu de temps avant le début du festival. Et c'était la période un peu transitoire où l'arrêté venait d'être publié. Il fallait que les bureaux d'études commencent à s'organiser pour répondre aux demandes. On avait beaucoup de demandes et il fallait mettre les moyens techniques et la mécanique derrière, parce qu'il y a des hommes derrière qui sont sur les festivals pour faire ces mesures. Alors, pour Musique Métis, on était arrivé dans un contexte où on n'a pas pu faire les simulations préalables. On a découvert les plans de scène 2 jours avant l'intervention. Alors voilà, c'est tout ça dont il faut parler, parce que la mise en relation et le travail collectif et commun est déterminant, on en est tous convaincus. Alors, sur certains festivals, ça se passe peut-être mieux que sur d'autres. Sur Métis, ça s'est très bien passé, même si au début, c'était un contexte assez difficile, parce qu'ils avaient très peur de ne pas faire leur festival. Et on est arrivé, on est venu 5 jours là-bas, et à la fin, on se tapait dans la main, on était copains, on avait bu des verres ensemble, et ça s'est très très bien passé. Voilà. Il faut dire aussi que sur Métis, effectivement, on arrive dans un contexte particulier. Alors, il n'y a pas pu avoir cette phase d'amélioration des scènes, de l'impact et des émergences au voisinage. On n'a pas pu faire ce travail. Et je pense que le sens du décret et de son arrêté d'application, c'est justement de pérenniser les actions annuelles pour qu'on soit dans le processus, comme le disait Guillaume, d'amélioration continue pour améliorer les émergences. Effectivement, on dépasse en basse fréquence. Effectivement, il y a des nuisances. Effectivement, on a du mal à... Enfin, les riverains sont gênés, peut-être pas tous, mais beaucoup sont gênés. Et il faut le considérer, il faut le prendre en compte, autant que la santé publique des spectateurs. Donc, il faut absolument, je pense, pérenniser et qu'il y ait ce travail au moins les premières années pour trouver des options les meilleures pour satisfaire tout le monde. Vous mettez... Alors, Oui. Vous mettez le doigt sur un élément sur lequel on va revenir, qui est l'anticipation. Mais est-ce qu'on peut apporter réponse aux 2 questions de Gérard? Qui paye et est-ce que c'est toutes les années? Je viens d'essayer d'amener un élément de réponse. Je pense que quand on part sur un festival comme Métis, qui a un constat, il y avait des plaintes. Donc il faut que l'autorité publique ait en main les éléments justificatifs avec des mesures acoustiques normalisées, les sonomètres, les fameux sonomètres agréés LNE, avec la pastille verte, pour pouvoir se défendre en cas de plainte vis-à-vis des riverains. Parce qu'il y a cette partie juridique-là aussi qu'il ne faut pas esquiver. Elle existe. Et à Angoulême, elle existait clairement. Donc on a essayé, nous, en faisant notre étude, de répondre sur un peu tous les volets. Donc faire de la cartographie des scènes, faire de l'émergence au voisinage, travailler avec les ingénieurs du son. Ils savent très bien que c'est toujours trop fort pour les voisins. Ils le savent. Quand on arrive, ils savent très bien que le contexte est difficile. Déjà dans les salles de spectacle, oui. j'ai passé 40 ans à faire baisser le son. Donc je pense qu'il n'y a pas de vilain acousticien qui fait baisser le son et de vilain sonorisateur qui met trop fort, en fait. C'est vraiment une adaptation au contexte qu'il faut viser et se parler, quoi. Parce que par rapport à... Juste complète. Et Thomas, après, je voudrais passer la parole à Stéphane. Ouais, juste complète par rapport à cette question annuelle. Il y a eu aussi une chose qui n'est pas prise en compte, on parle des systèmes en façade, mais les niveaux de plateau sur certains festivals, au final, dépendent des artistes, des amplis qu'on met dessus, tout le monde n'est pas en in-ears. Donc il y a aussi cette problématique vraiment de niveau sur le plateau qui, de groupe en groupe, n'est pas le même. Et en plus, sur les festivals, les ingé son viennent avec des groupes. Eux, ils mixent pendant 1h15. Ils ne sont pas sur la problématique de 10 heures de festival, de devoir respecter les choses. Ils sont là, ils mixent, ils font en sorte que pour le groupe, ça soit le mieux possible, mais ils ne sont pas dans la même démarche que le prestataire avec qui on a travaillé. Donc ça va encore plus loin. Donc, pour alors, on a entendu parler d'armes de destruction massive quand on parle de l'EINS. On a entendu dire qu'il y a une obligation de moyens et non une obligation de résultats. Vous vous positionnez comment, l'ARS, par rapport à tout ça ? Ça marche? Oui, c'est bon. Alors moi, pour le coup, je parle en mon nom. Je ne représente pas l'ensemble des ARS. Je dirais qu'il y a en effet, ce décret a fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de questionnements. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde tire un petit peu en sa direction.
Moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on crée ce dialogue, c'est ce qu'on n'arrête pas d'évoquer. Et évidemment, je n'attends pas à ce qu'on respecte stricto sensu les notions d'émergence à ce jour, parce que ça me paraît en effet compliqué. Par contre, j'ai du mal à entendre que sous prétexte que c'est pas applicable, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne laisserai pas passer pour le coup. Là, je parle bien en mon nom, attention. Donc c'est pour ça que je préfère qu'à ce moment-là, on en discute davantage en amont, qu'on voit avec les bureaux d'études, parce que je pense que les bureaux d'études ont les solutions à apporter. Ils sont là pour conseiller les organisateurs des événements. Donc c'est eux qui peuvent peut-être proposer des solutions qui vont améliorer. Et au fur et à mesure, on va justement rectifier le tir et faire en sorte que tout le monde puisse, on va dire, cohabiter. Et je voudrais juste apporter une petite précision par contre. Il n'y a pas que l'effet sur la santé pour le public. Il ne faut pas sous-estimer aussi le voisinage parce que c'est des effets extra-auditifs. Ça, on les oublie souvent. Ça ne se limite pas juste à de la tranquillité. Voilà, je préférais rappeler ça. La santé, ce n'est pas que l'audition, c'est aussi les effets extra-auditifs. Voilà, c'est une petite parenthèse. Juste pour répondre, donc, vu qu'on est côté service santé publique, c'est qu'on a des objectifs en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément les mettre dans le cahier des charges parce que on s'est renseigné par rapport au côté juridique en fait du service. On ne pouvait pas indiquer, parce que nous on s'est basé par exemple sur Mars Attack et notamment sur Borelli. Notre objectif c'était de respecter les émergences fenêtres fermées au niveau du voisinage. On s'est dit, on va tendre vers ça. Si déjà on arrive sur ça, fenêtre fermée, c'est pas mal. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pu le mettre dans le cahier des charges parce que c'est non réglementaire. Donc mon collègue de la mairie disait, mais non, je ne peux pas mettre qu'on va se baser sur ça, parce qu'on va nous retoquer en disant, ben non, parce que c'est fenêtre ouverte. Donc c'est faux. Donc du coup, on est obligé d'enlever ce critère-là du cahier des charges. Là, du coup, on tombe sur l'obligation de moyens. Mais néanmoins, nous, quand on suit, quand on instruit l'étude d'impact qu'on reçoit, vu qu'on a fait le diagnostic sur site, au préalable, nous on sait en fait si le prestataire a fait le maximum pour limiter. On a ces valeurs-là, on les a en fait. Donc on peut comparer par rapport à un objectif qui est non réglementaire, mais néanmoins il y a un objectif. Et c'est cet objectif-là qu'il faut discuter en amont avec les gens de l'ARS, pour nous le service ou la préfecture. Voilà. Stéphane. Juste une précision, pareil, côté administration, toujours pour moi en tout cas, on n'est pas à rôder, à traquer tous les événements pour les empêcher de fonctionner. Évidemment, lorsqu'il y a des situations problématiques, on en a connaissance et là on intervient. Mais lorsqu'il y a du progrès, en général, déjà les plaintes s'estompent et je dirais on est satisfait, on passe à autre chose, on ne va pas non plus courir après les événements. Donc c'est ça que j'aimerais, c'est qu'à la fin, les gens, même si imaginons, on dépasse peut-être l'émergence de quelques dB. Si tout le monde est satisfait, à la rigueur, moi, je passe à autre chose. Ça, il faut que ça soit clair aussi. Je ne suis pas en train de courir après les événements pour essayer de les empêcher de fonctionner. Yann, tu voulais réagir, je crois. Ouais. Alors, j'ai pas dit que le INS était une arme de destruction de la vie culturelle. J'ai dit que le décret l'était parce qu'il a été écrit par des personnes qui ont légiféré sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, sans même concerter les gens qui connaissaient. Donc ça me paraît problématique. De deux, moi j'ai entendu personne là sur le panel dire qu'au final, parce que c'est inapplicable, donc on fait ce qu'on veut. Pour l'instant, moi, j'entends que des gens qui ont envie de dialoguer. Par contre, c'est vrai que nous, dans la relation avec l'ARS, la personne de l'ARS qui travaille avec nous, elle te dit toujours en off, non, mais c'est pas moi. Moi, je suis... mais en fait... c'est un agent assermenté, donc en réunion de préfecture, il va te dire bah non, de toute façon, c'est non réglementaire. Donc voilà, on se retrouve quand même si tout le monde a envie de travailler ensemble, sur des postures à un moment qui sont imposées par soit je suis un agent de l'État, je dois faire ci, ou par nous qui défendons aussi le fait de ok, les citoyens ont envie de tranquillité publique. Enfin, de tranquillité, ont envie d'être peinards, comme disait Gérard tout à l'heure, mais il y a une autre partie de la population qui a envie de faire la fête et qu'on ne peut pas non plus ignorer. Donc à un moment, c'est comment tout le monde se rencontre. Et en fait, ça ne peut pas que passer par du réglementaire. Il y avait cette jolie phrase tout à l'heure de tolérance sur accepter ce qu'on refuserait habituellement. Voilà, je pense qu'on en est là. Mais aujourd'hui, n'empêche que nous n'avons pas de solution vraiment écrite. On n'en a pas. Donc c'est l'incertitude. Il y a un mot qui est revenu plusieurs fois aussi dans le débat, qui est la question de la peur. C'est un mot aussi, sauf erreur, Yann, que tu as évoqué quand on a travaillé ensemble.
c'est un élément de plus anxiogène pour les festivals? C'est vrai que quand tu as l'ARS qui t'appelle et qui fait bon, vous en êtes où de la législation, et que de toute façon tu sais que tu ne peux pas réglementairement, tu peux pas respecter le texte réglementaire, et que finalement, vu qu'on a aussi affaire à des personnes à la PREF par exemple, qui sont loin, parce qu'ils ont plein de sujets à traiter, donc ils sont loin, nous, de toutes les nuances qu'on est en train d'exprimer là autour de la table. Donc en fait, ils regardent, c'est oui, c'est non, et puis voilà, je prends la décision. Alors quand on a une personne qui va en festival, ou qui a l'habitude d'avoir une vie culturelle, il va pondérer les choses, mais je pense que dans d'autres territoires, ce ne sera pas le cas. Et en fait, aujourd'hui, on a un texte qui dit noir, alors que il pourrait apporter des nuances. Et même l'arrêté du décret n'a pas vraiment apporté de nuances. Et on attendait en fait ce passage à l'obligation de moyens, et non l'obligation de résultats, parce que en fait, le secteur, faut bien se dire qu'il n'a pas envie de faire n'importe quoi. Enfin, on est travailleurs. Moi, mes gamins, ils viennent au festival. J'ai pas envie de les rendre sourds. Je connais certaines personnes qui habitent pas loin du festival, ou des voisins de notre salle. J'ai pas envie de m'embrouiller avec eux. Enfin, je veux dire, nous, en tant qu'organisateurs, faut bien voir notre mission, c'est quoi? C'est de créer des moments de vivre ensemble, de donner de l'expérience en fait à nos concitoyens, et de faire des découvertes culturelles. Donc, on est quand même loin d'être les empêcheurs de tourner en rond qui veulent rendre tout le monde sourd. Pour revenir sur cette question de l'étude d'impact, et peut-être pour parler aux organisateurs de festivals qui sont dans la salle et qui n'en ont pas, c'est quoi les bonnes pratiques si on veut mettre en place une étude d'impact? Déjà, c'est de le faire en amont, qu'on puisse... Anticipation, faire un cahier des charges. Tel qu'on le fait, nous, on explique tout ce qui va se faire, et c'est autant adressé à l'ARS qu'aux prestataires, qu'au festival. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quels sont les points de dialogue, et pour l'histoire de la récurrence, c'est de pouvoir pérenniser aussi, pour se dire on constate en année 0, on a tant d'émergences, on avait tel système, il fonctionne de telle manière, la directivité est telle qu'elle est. On regarde avec les prestataires comment on peut changer pour l'année N+1. Voilà, c'est de travailler sur la durée pour la mise en place de l'étude d'impact. Et après, c'est toute la question du positionnement des sonomètres, quand est-ce qu'on fait le bruit résiduel, tous les questionnements de fenêtres ouvertes. Après, ça, c'est des questions autres, où il n'y a pas forcément de réponse dans les lois. Pour répondre clairement, je veux dire, est-ce qu'on fait fenêtre ouverte ou est-ce qu'on fait à l'extérieur? On fait sur un festival avec des gens qui vivent dans une maison. On doit faire le résiduel, mais on a du bruit d'activité, de vie des gens. Voilà, il y a plein de problématiques. Mais si on arrive justement à pérenniser, on arrive à trouver des points de mesure faciles, où on n'a pas pour le coup de nuisance extérieure, on peut facilement faire un résiduel correct et regarder le bruit ambiant sans qu'il soit pollué par autre chose. Voilà. Le fait de pérenniser, je pense, permettrait d'arriver vers les bonnes solutions, même si ça fait un coût. Mais c'est au même titre que des prestataires son qui sont là tous les ans, qui connaissent les lieux, qui savent comment faire les choses et comment mettre en place de manière cohérente le tout, quoi. Anticiper, travailler sur la durée, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Oui, le plus important, c'est l'anticipation. Après, sur l'étude d'impact, oui, les constats. Alors, par rapport à la récurrence, en fait, oui, quand même, le décret dit que si on est strictement identique d'une année sur l'autre, effectivement, l'étude d'impact d'une nuisance sonore en tant que telle, elle n'est pas dans l'obligation de l'exploitant. Si vraiment on est dans le cas, mais on n'est jamais sur un festival, notamment sur Mars Attack, il y a des différences déjà au niveau du prestataire, du fabricant. On peut avoir d'une année sur l'autre un fabricant, un système son d'une marque différente. Donc dès lors que c'est une marque différente, l'obligation de l'étude d'impact est réelle. Et après, sur la question de qui paye, l'étude d'impact d'une sonore, c'est l'exploitant. Ça, c'est sûr. Donc, tous les ans, s'il y a lieu.
Après, nous, alors, c'est bien parce qu'on a les deux cas. Nous, on est côté mairie, donc qui nous paye, nous, c'est la mairie de Marseille. Mais c'est dans le cadre, effectivement, c'est leurs besoins. Alors déjà, c'est pas vrai partout. C'est-à-dire que à Marseille, c'est quand même la seconde ville de France. Le service hygiène et santé gère toutes les problématiques sonores de la ville. Ils sont deux, je dirais 1,5. Voilà, ils sont 1,5. Donc là, ils nous ont appelés parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils traitent à la fois des punaises et du son et des rats. Les bruits du port. Oui. Donc là, et sur le son, ouais, ils sont contents qu'il y ait tous les bars musicaux, les choses comme ça. Donc là, ils avaient clairement besoin de quelqu'un qui les assiste à la fois sur les suivis, ça c'est particulier pour chaque festival. Mais parce que là, du coup, quand tu parles de cahier des charges, le cahier des charges, nous, on le fait parce que clairement, l'étude d'impact, pour qu'il y ait vraiment à la fois ce diagnostic de site, plus la prise en compte du design sonore, tout ça, c'est très rare en fait que l'acousticien de l'exploitant puisse le faire vraiment correctement en fait. Donc le parti pris de Marseille, c'est de dire, nous, on prend en charge le diagnostic du site. On connaît à peu près le site, on sort un cahier des charges, et après, suivant ce qu'on a découvert dans le diagnostic acoustique, on demande des choses différentes pour l'acousticien et les prestataires du festival. Alors Thomas voulait ajouter quelque chose. Juste par rapport au matériel, c'est que les prestataires aussi nous donnent... ils gardent aussi leur design son, donc on ne peut pas forcément avoir accès à ça, parce qu'il y a tout un côté de concurrence, donc on ne peut pas forcément récupérer toutes les données et donc refaire des cartographies nous-mêmes. On n'a pas cet accès-là, quoi. Sur quasi la totalité des prestataires son, quoi. Gérard, c'est une chasse gardée, quoi, un peu. vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors, d'une part, la notion d'anticipation est capitale. Vincent vient à l'instant d'évoquer comment, à l'occasion d'un conseil d'administration, j'ai fait valoir, c'était de mon devoir, à Musique Métis, de la nécessité de faire cette étude. Vous êtes arrivés, vous avez fait le travail, on va maintenant pouvoir travailler ensemble, on va en parler tout à l'heure. L'anticipation, c'est important. Parfois, vous avez aussi des acteurs culturels qui disent dans un mois, dans 2 mois, j'ai envie de faire une manifestation, on va voir comment on traite ça. Ce que j'entends aussi, ou ce qu'on aborde un peu, c'est que peut-être, là aussi vous allez voir combien je suis positif, et je transforme le négatif en positif, et j'essaie de trouver des solutions, c'est peut-être qu'il faut aussi qu'on prenne davantage en compte, quand j'ai dit tout à l'heure que nos concitoyens, les Français, je ne sais pas, voulaient être peinards, je vais peut-être aller un peu vite en besogne, du moins c'est ce que semble dire cette étude de la Fondation Jean Jaurès, mais c'est peut-être aussi que, et je l'espère, celles et ceux qui se plaignent, éventuellement, qui ne se plaignaient peut-être pas avant, il faut peut-être les intégrer davantage. C'est-à-dire, il y a aussi un problème de revendication, peut-être démocratique. Peut-être que c'est aussi ce travail, parce que quand on dit un festival, quand on dit un tiers-lieu, quand on dit on a une demande d'une manifestation sur une place publique, et qu'on dit il y a des jeunes gens qui vont l'organiser, qui font un bal, d'aller voir les riverains, bon, très bien, on peut mettre dans la boîte aux lettres un petit mot, mais peut-être ça ne suffit plus aujourd'hui. Le riverain n'est pas non plus que passif ou consommateur involontaire d'une manifestation. Il a peut-être envie aussi, ou je l'espère, peut-être à nous de faire qu'il s'approprie davantage la ville. Et que nous aussi, nous soyons amenés, comme nous avons désormais cette commission, qui nous permet un dialogue entre nous, entre plusieurs élus, la police municipale, la police nationale, les barrières, les ceci, les cela, enfin bon bref, de prendre en charge l'événement. Pas simplement de dire « ok, faites-le, vous êtes subventionné, pourquoi pas, on vous aide ». Mais peut-être que c'est aussi à nous de trouver les voies pour faire que nos concitoyens, puisque en général quand on dit concitoyens c'est qu'on est élu, c'est le mot consacré, nos administrés, je ne sais pas, ou les habitants de la ville, participent de la ville et face d'un embarras, d'une nuisance momentanée, au contraire quelque chose de positif, une fierté. Voilà. Donc moi ça m'encourage en tout cas ce matin et puis depuis quelque temps à me dire il faut qu'on prenne aussi ce problème des comités de quartier à bras le corps, des habitants qui sont aussi des usagers de la ville, quoi. Et à différencier de celui qui va dans une commune rurale et après se plaint qu'il y a un coq, hein, pour reprendre un peu un stéréotype. Mais peut-être aussi on a ce travail-là à faire et dans ce cas-là ce serait pas mal.
Alors Yann voulait intervenir. Après, je poserai bien la question à Stéphane aussi de son côté de la bonne pratique sur l'OINS. Et après, je souhaiterais qu'on laisse au moins 20 minutes de discussion avec le public, si ça vous convient. Ouais, alors moi j'utilise beaucoup Concitoyen, mais je suis pas élu, alors je vais arrêter. Non, je pense que aussi c'est ce qu'on doit faire là, nous cette année, c'est qu'on a du coup fait une étude d'impact, on a eu des mesures, et pour l'instant on a eu juste un retour d'expérience en préfecture avec les services de l'État et la ville et nous-mêmes, mais on n'a pas encore été expliquer les résultats aux riverains. Et ça, c'est la prochaine étape qu'on doit faire en début d'année. C'est aussi de se servir de l'étude d'impact comme un outil de dialogue. Parce que, comme le disait très bien Gérard, je pense qu'aujourd'hui, il y a... Moi, je prends notre exemple. Je pense que les riverains ont déposé plainte autant pour le son que pour le dérangement qu'on a sur l'ensemble de la période, donc période de montage, période d'exploit et de démontage, où on modifie toute la circulation, tout le stationnement, et ça les fait chier. Et en fait, donc voilà, et je peux comprendre que ça crée une distorsion dans leur quotidien et que du coup, ce ne soit pas forcément bien vécu. Donc je pense que c'est ça, c'est aussi ces espaces de concertation à faire vivre et à expliquer le protocole, les méthodologies, pourquoi on en arrive à ce genre d'études, et comment on va nous travailler et faire mieux pour minimiser l'impact. Alors rapidement, Guillaume. Oui, les réunions publiques, en fait, c'est un peu à double tranchant quand même. C'est très très compliqué pour l'exploitant, cet exercice-là. Parce que expliquer à des résidents que oui, on passe de 30 000 personnes impactées à 2000, c'est bien. Nous, en tant que professionnels, on dit c'est super, on est très fort. Mais en face, ils vont dire non mais attendez, ça veut dire quoi? Que les 2000 personnes encore impactées vont être impactées pendant 20 ans. Et donc, c'est en allusion à ce que la réunion publique de Mars Attack, fin de 2022, waouh, l'acousticien qui était en train de discuter, j'aurais pu mettre à sa place, quoi, pour expliquer ça. Donc c'est difficile en fait. Cette réunion publique, c'est un exercice vraiment à double tranchant, quoi. Aujourd'hui, nous, on a des réunions de concertation, mais on leur donne pas non plus de grain à moudre. Donc c'est aussi, on va leur présenter ce qu'on va faire, mais en fait sans avoir des résultats aussi à l'appui. Et je pense que mine de rien, objectiver les choses, ça permet aussi de créer un dialogue. Et même si, oui, tu tends un bâton pour te faire battre, au moins on peut en discuter. Alors, Thomas est d'accord avec vous, puisque Thomas dit, voilà, je cite, l'étude d'impact permet de mettre en place un langage, l'étude d'impact c'est un état d'esprit, il faut faire preuve de pédagogie, quand on prend le temps d'expliquer, ça calme les choses, ça supprime les non-dits. Voilà. Stéphane, même question, est-ce que du côté de l'ARS on identifie des bonnes pratiques sur les études d'impact ? En fait, je rejoins ce qui a été dit, c'est exactement ça. Je pense qu'il est important que tout le monde se retrouve en amont pour bien anticiper, qu'on comprenne bien qui fait quoi, où on va. Ça, c'est primordial. J'irai peut-être un petit peu plus loin après dans le processus. C'est aussi de voir qu'est-ce qu'on fait pendant l'événement. Est-ce qu'on peut continuer de surveiller, s'assurer? C'est peut-être important aussi des fois pour l'événement qu'ils puissent se rendre compte de l'impact qu'il aurait ou pas. Et enfin, je rajouterais après l'événement. Parce que si on est amené à reproduire l'activité chaque année, c'est bien de faire une sorte de retour d'expérience pour voir ce qui n'a pas marché, pour comprendre et éventuellement corriger le tir l'année suivante. Voilà, c'est en 3 phases, je dirais. Moi, j'ai eu une expérience, alors pour le coup, c'était avant d'être à l'ARS, c'était à la préfecture de police de Paris, où ils avaient fait tout bien, je dirais. Ils avaient pris le bureau d'études, ils avaient anticipé, on les a suivis. Bon, il y a eu un raté technique, c'est qu'il y a eu un problème de saturation des connexions Wi-Fi, Bluetooth. Il y avait trop de téléphones sur site et le système de monitoring qu'ils avaient mis en place, il n'a pas pu fonctionner. Bon, ça, malheureusement, ce n'était pas prévu. Ça s'est passé comme ça. Bon, ça, c'est le genre de choses qui est intéressant de voir après coup. Je ne sais pas pourquoi tout le monde se retourne. Non, OK. Bon, voilà, c'est le genre de truc qui est intéressant de voir après coup pour que l'année suivante, on ne tombe pas là-dedans. Ou comportement de certains artistes qui, l'organisateur a beau lui demander de baisser le son, le gars derrière la console s'en fichait complètement, il l'a poussé à fond. Bon, forcément, ça fait tâche au moment de l'événement. On peut reparler après coup pour éviter que l'année suivante, ça se reproduise. Donc voilà, je dirais en 3 étapes pour moi.
D'accord, merci beaucoup à tous. Alors, vous êtes très nombreux, je suis sûr qu'il y a plein de... Voilà, il y a déjà une main qui se lève, c'est parti, je vais passer les micros. Oui, quelques remarques sur la partie acceptation pour les riverains. Il y a quand même une vérité technique. Alors, je parle moi sur plus la partie technique que la partie, on va dire, vivre ensemble. Mais sur la partie technique, on a quand même, nous, un truc qui est vrai, c'est qu'on maintenant on utilise de la musique qui est beaucoup plus compressée qu'il y a quelques années. On a énormément monté les niveaux de basse diffusés. Donc, en ordre de grandeur, c'est 20 dB. 20 dB, c'est 100 fois plus. Donc quand on envoie 100 fois plus, forcément, on perturbe plus. Ça, c'est une certitude. Il y a également un autre problème, c'est que pour mieux protéger le public, on a une tendance à, au lieu de mettre les subs au sol, on les accroche en l'air. Ça permet de plus assommer le mec qui est juste en face. Alors c'est très bien pour ceux qui sont plus en face, parce que du coup, mais quand tu le mets en haut et puis que du coup tu envoies plus fort pour que tout le monde en ait quand même, bah forcément ça porte plus loin. Donc ça, c'est une vérité aussi, et ça va pas dans le sens, enfin ça va dans le sens où on augmente la perturbation, parce que techniquement parlant, on a des enceintes capables de faire plus fort qu'avant aussi. Donc c'est vrai, quand on part sur des bases, on compare ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans, bah on diffuse plus la même musique, et on la diffuse plus avec le même matériel et de la même façon. Après, par contre, j'entendais quelque chose qui... Enfin, ça m'irrite un peu dans le sens où on est persuadé aujourd'hui que pour faire directif, c'est-à-dire pour concrètement minimiser la gêne chez les riverains, ça va forcément coûter cher. Non. Si jamais on sait faire, on n'a pas besoin de rajouter du matériel. Quand on a un truc où on se dit il y a 10 000 personnes, il n'y a pas un sub pour faire 10 000 personnes. Et aujourd'hui, en les disposant intelligemment, on sait avec la même quantité réduire de façon très nette ce qui se passe derrière pour 0 francs, 0 centimes. Il faut juste savoir. Donc, c'est important aujourd'hui que cette information-là soit diffusée, parce qu'elle coûte rien et elle améliore pour tout le monde. Donc je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui, et ça c'est un truc à spécifier dans les cahiers des charges, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui établit un cahier des charges, ça doit être spécifié dedans que toutes les méthodes qui permettent de rendre directive et donc de limiter la gêne sur les riverains, et tout en donnant quand même le même plaisir pour les spectateurs, doit être mis en œuvre. On doit aujourd'hui inciter les gens à aller vers ça. Bien souvent, il suffit de poser la question au sonorisateur de est-ce qu'il est possible de le faire pour qu'il le fasse. Alors après, il y a peu de gens formés, donc il faut donner plus d'informations, mais quand on vous dit ça va coûter beaucoup plus cher, non. Pour les subs, quand on en met déjà plein, on peut le faire avec le même prix. C'était pas pour les subs que je disais ça, parce que ça s'adresse à moi, je pense. C'était sur d'autres bandes de fréquences, en fait, on a constaté, suivant des line arrays qui sont énormes, en fait, avec on avait des émergences sur des voisins en latéral qui étaient assez importantes. Donc c'était de se dire, est-ce qu'on passe sur des technologies type DNB, sauf que pour répondre à une certaine scène, une certaine quantité de matos, parce que c'est les seuls à pouvoir faire certaines directivités, est-ce qu'il y a assez de matos pour ce festival-là, ce jour-là? Voilà, c'était ça. Oui, tout à fait. Ouais. Alors là, je suis complètement d'accord. Mais l'essentiel quand même des problèmes qu'on voit, et là où on a les plus grosses aberrations, effectivement, alors le problème des grandes grappes, c'est un vrai problème, parce que on a tendance à vouloir faire des grandes grappes, et donc du coup on concentre le son sur les riverains et pas sur le public. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais par contre, le vrai problème, c'est les subs, et les subs, ce qui est le principal sujet pour les riverains, ça se gère juste avec de la connaissance et pas tellement avec de la... Enfin, c'est pas forcé que ça coûte beaucoup plus cher, quoi. Sauf que ce que tu dis est intéressant, c'est que se dire qu'on répond à la problématique de la loi pour le public, pour que ça soit confortable en grand DBC, et à côté de ça, on se fait tirer une balle dans le pied pour le côté environnemental et émergence, quoi. C'est... Quand on est en pleine ville, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire 118 à la console. Ah bah non, ça c'est sûr. Et du coup, se limiter avec une ligne de sub à 118 en proximité des subs, ça permet déjà de faire un 110 à la console. Et à un moment, il faut être raisonnable, quoi. Effectivement, ça ne permet pas de faire 118, mais ça permet, à mon sens, de faire déjà quelque chose de bien, où tout le monde a du plaisir, et qui est beaucoup plus simple, quoi. Alors, je crois qu'on a une autre question. Merci. Juste une précision, vu qu'on est enregistré, si vous pouvez bien vous présenter, si vous pouvez bien vous présenter avant de prendre la parole, merci beaucoup. Oui, Guillaume Balin, donc acousticien aussi.
Moi, je vais revenir sur un terrain un peu plus juridique, parce qu'on est sur une notion si je cite le code de la santé publique, que le bruit devient un trouble à partir du moment où il y a une gêne. L'approche de départ des textes, c'était ça. Enfin, dans mon ressenti personnel, dans mon opinion. Donc du coup, il a découlé le fait qu'on réécrive le texte de la santé publique, et le décret de 2017 a découlé de ça. Donc du coup, en plus, si je reprends ce qui avait été évoqué hier en termes de disparition du cadre normatif et plutôt sur des process de travail sur les différentes étapes de la réglementation et sur les différentes étapes de mise en place de tout ça. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est plus un résultat qu'une valeur figée. C'est pour ça que vous disiez l'émergence, le respect de l'émergence, il est intéressant à partir du moment où le résultat et la gêne pour les riverains, elle disparaît. Après, que ce soit ce que vous disiez, avoir 20 dB d'émergence, passer de 30 à 20, en fait, c'est le résultat qui compte. Donc du coup, comment vous voyez ça, vous, d'un point de vue interprétation juridique, et comment on le cadre sur quelque chose qui s'adapte au cas par cas? Mais comment vous le voyez, vous Nous en fait, c'est le gros sujet de la question, quoi. C'est que nous, on n'a pas à avoir la responsabilité, justement, d'être partie prenante dans ce cadre-là. Et c'est là la problématique du décret de l'arrêté, c'est qu'on demande aux professionnels, que ce soit l'acousticien, l'exploitant et tout, de respecter quelque chose qui est pas respectable. Et du coup, ça crée un flou, chacun doit prendre un peu de responsabilité là-dedans. Et c'est ça qui est intolérable. En fait, je pense qu'on n'a pas, que ce soit l'exploitant ou l'acousticien, à prendre la responsabilité de dire que c'est acceptable avec 20 dB d'émergence ou 5 ou 7. Donc, c'est le cœur du sujet, en fait. Donc, pour nous, le décret et encore plus l'arrêté, il n'est pas viable sur du long terme, et il faut qu'il change quelque chose. Voilà, donc là, on parle d'obligation de moyens, par exemple, sur le décret de 2006 sur les émergences de voisinage. Les chantiers, ils ont sorti directement. Enfin, il y a un petit article, linéa, pour les chantiers, on a une obligation de moyens. Donc, c'est pas dit comme ça, mais il y a 3 termes. Si vous faites ça, ça et ça, c'est bon. Pourquoi ne pas avoir mis les festivals là-dedans? Après, on en parlait avec Angélique hier, les chantiers, c'est quelque chose que vous avez toujours demandé, c'est pas accepté, ils accepteront jamais, j'ai l'impression, d'après ce qui se dit. Donc, est-ce qu'il ne faut pas modifier, ne plus discuter sur des émergences de 125 à 7 dB à 125, et peut-être de dire, ok, on s'entend sur 20 dB à 63. Voilà. Et là, comme ça, du coup, on arrive à 20 dB au lieu de 40, et là, on est des réglementaires, et tout le monde est content. Et après, le dernier paramètre, en fait, à prendre en compte aussi, c'est sur le site. Et quand même, il y a des sites, et surtout des riverains, qui subissent des festivals quotidiens, enfin hebdomadaires, pendant 2-3 mois. Nous, quand on parle de Mars Attack, Borély, donc il y a Prado, Borély, l'hippodrome, de juin à fin août, avec le Delta Festival, c'est tout le temps des émergences sonores, tout le temps. Et là, donc toi, tu as bossé au Hellfest, je connais pas, je suis pas allé, mais c'est 3 jours sur l'année, sur un champ où après le Hellfest, il n'y a pas d'autres manifestations, a priori. Et donc ça, j'estime que la réglementation doit prendre en compte aussi ça, en termes peut-être d'émergence ou autre chose, mais nulle part ça rentre en compte le fait que vous êtes gêné 3 jours ou 80. Il y a une différence, quoi. Une question, du coup. Oui, c'est plutôt une remarque, mais Brice Boumedienne, acousticien Runatech aussi, et justement j'avais parlé des chantiers puisqu'ils ont le même problème, sauf qu'ils n'ont pas à respecter de réglementation, au final, pas d'émergence. Mais par contre, on doit faire la même gestion des riverains, etc. Et il n'y a rien de valorisable culturellement, parce que c'est privé un chantier, et là ils font ça juste pour construire leur projet. Mais les acousticiens sont un peu ont besoin de gérer ce genre de choses, donc des fois ils peuvent apporter des solutions qu'ils ont appliquées sur des chantiers pour des événements culturels. Donc faire appel à des BE acoustiques, ça quand même des fois permet d'avoir des solutions qui viennent pas de la culture, entre guillemets, quoi. Et il y a aussi, parce que nous aussi on est concernés par ça, on fait de l'éolien, et dans l'éolien il y a du vent, et on a parfois aussi des problèmes de réunion publique. Donc on peut quand même apporter pas mal de billes comme ça qui sont extérieures à la culture, et qui peuvent permettre la réunion publique, on sait très bien que dans l'éolien c'est un peu tendu. Est-ce qu'on communique en amont, et du coup les riverains ils ont le temps de créer un collectif? Ou est-ce qu'on communique au dernier moment? Est-ce qu'on fait de la coordination? Enfin, voilà. Donc en tant que BE acoustique, on peut apporter des solutions complémentaires.
Et après, il y a un dernier levier par rapport au parallèle le bruit de chantier, c'est le référé préventif. Ben maintenant, sur Paris, sur tous les gros chantiers, il y a un référé préventif, c'est-à-dire qu'il y a un expert, donc bâtiment, qui est nommé tout au long du chantier pour justement dialoguer, faire des mesures, influer sur le chantier dès qu'il y a des soucis, mettre de la surveillance. Pourquoi pas le faire sur les festivals? C'est-à-dire l'exploitant, du coup, si l'exploitant, donc le chantier, c'est le maître d'ouvrage qui fait une procédure juridique de référé préventif. Tout le monde est nommé dans la procédure. Pourquoi pas l'exploitant ferait de même sur un festival, quoi. Juste pour répondre, parce que du coup, dans la préparation du décret de 2017, on avait eu des réunions préalables au CNB, dont on avait participé avec Angélique, et la notion de moyens, enfin d'obligation de moyens, et la notion de dose avait été, donc la quantité de est-ce que c'est 10 jours ou est-ce que c'est 3 jours, avait été clairement explicitée pendant toutes les réunions. Ça a pris même pas mal de réunions, et en fait on n'est jamais tombé d'accord, et on n'est jamais tombé d'accord parce qu'a priori d'un point de vue réglementaire c'est pas possible, parce qu'on peut pas dire toi tu vas être gêné, donc c'était ça le vrai souci, mais ça a déjà fait l'objet de très longues réunions auprès du CNB. Ouais, je pense qu'il y a aussi, on n'a pas abordé la question de la formation, et en fait je pense que c'est aussi un endroit où on peut s'améliorer tous. Enfin là, tout à l'heure, tu parlais, bah non, en fait, ça coûte 0 copec de plus. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de lieux communs aussi quand on parle de son, quand on parle de niveau, tout ça. Et moi, typiquement, pour moi, il fallait quand même, il y avait un coût derrière qui allait être assez impactant pour nous. Je pense que du côté des sonorisateurs, des boîtes qui louent les systèmes, il y a aussi un manque d'information et de formation sur ce qui pourrait être fait pour pouvoir aussi accompagner les équipes organisatrices, parce que nous, on a la chance d'avoir un directeur technique, mais il y en a qui n'ont pas de directeur technique ou de directrice technique. Donc il y a quand même ce besoin que on arrive à comprendre les métiers de chacun, que les acousticiens, comme tu disais aussi, rapportent eux leur expertise d'autres domaines, mais voilà, que tout le monde fasse un pas, et que ça soit aussi le cas du législateur. Alors, spoiler alerte, la question de la formation, on la traitera cet après-midi, donc n'hésitez pas à revenir sur la question sur la table ronde sur la directivité. Juste un petit mot, parce qu'on commence à arriver sur la question du coût. Et effectivement, ça concerne beaucoup de gens ici. Et j'aimerais revenir aussi sur la notion de travail collectif et de travail sur le long terme. Parce que là, on est sur un sujet on parle de festival, on a une industrie du festival qui est très dynamique en France. On a la chance d'avoir la culture qui se répand partout. On a des objets sonores qui sont les festivals qui se répartissent, qui existent partout en France. Et effectivement, il y a un principe d'équité en France qui est qu'un industriel qui veut installer une usine de production de carton à Angoulême, sur les bords de la Charente, il va devoir faire une étude d'impact. Et par ce principe d'équité, aujourd'hui, effectivement, l'industrie du festival, l'industrie sonore de la culture, elle est un peu confrontée à la même chose que ce qu'ont pu vivre des industriels il y a X années quand on leur a imposé de faire ces études. Alors, on en a parlé avec certains confrères, avec Guillaume et Ogiac aussi, on en parle. On se dit qu'aujourd'hui, on est confronté à un sujet du même ordre en quelque sorte. Et c'est là où l'intérêt du BE acoustique, par son intervention de modélisation et de proposition de traitement, d'isolation. Alors quand c'est l'industriel, c'est facile, on met un écran, un piège à son, un truc, on maîtrise bien. Là, la difficulté, c'est qu'on connaît un peu moins les objets sonores, parce que c'est dynamique, c'est du son, c'est mouvant, ça change chaque année, il y a une notion forte artistique. Mais n'empêche qu'on peut quand même aller vers ces choses-là, vers un programme de traitement, vers un programme d'amélioration. David Rousseau a énormément d'idées, il sait mettre les coups à côté. Et on peut comme ça savoir si je fais ça sur cette scène, je mets autant de subs avec telle disposition, telle énergie, etc. Combien ça me coûte? Et effectivement, le festival qui a cette scène orientée de cette façon, je peux peut-être l'orienter autrement. Enfin voilà, il y a plein de choses à modéliser, à tester. Comment? C'est ce qu'on a fait déjà. Alors sur Angoulême, ils avaient déjà une réflexion, ils avaient déjà retourné la scène sur la grande salle. Il y a peut-être encore d'autres choses à faire, mais j'insiste sur le fait de mettre de faire de la modélisation, d'être sur le long terme pour avoir des programmes d'amélioration.
Voilà, nous, on est BE acoustique. Parfois, j'ai tendance à dire, on est comme des médecins, on nous appelle quand ça va mal. Parce que le son, bah oui, effectivement, bah oui, tout le monde entend, tout le monde a deux oreilles, quand tout le monde est bien constitué, et on peut savoir si ça fonctionne pas ou comment on peut aller mieux. Mais quand il y a un vrai problème et qu'on ne sait pas le traiter, il faut il faut utiliser les outils de calcul, avoir une démarche sur le long terme, de la concertation, et puis et voilà, et avoir une approche raisonnée sur plusieurs années peut-être. Si on nous laisse prendre un peu de retard sur la fin de la table ronde, on peut peut-être... est-ce que je me tourne vers les régisseurs? Est-ce qu'on nous laisse prendre un peu de retard? Est-ce qu'on s'amuse bien? Alors, restez un peu. J'ai l'impression qu'ils nous disent oui. Merci. Et donc on va prendre encore une ou deux interventions. Merci. Bonjour, Jean-Philippe, je suis technicien, ingénieur du son et j'ai ma boîte de Presta. Je travaille sur des petites formules de petits festivals du côté de Toulouse. Et on parlait tout à l'heure de coûts, mais c'est vrai que les coûts sur certains festivals, ça va être énorme. Par rapport à la partie artistique, c'est quasiment la moitié, voire presque le prix de un ou deux groupes qui sont sur scène. Donc la question se pose pour eux, sur ces petits festivals, de savoir s'ils peuvent faire cette étude d'impact. Et puis moi de mon côté, j'entends beaucoup parler d'émergence. Pour moi, ça représente un petit peu l'iceberg, quoi. C'est-à-dire le festival, le concert, c'est un peu comme s'il y avait la partie émergée de l'iceberg, c'est le festival, mais on ne parle jamais de ce à quoi les riverains sont soumis tout au long de l'année, des bruits extérieurs. Donc la mesure, elle ne se fait pas sur toute l'année, par exemple. C'est pas lissé sur une année. Donc l'impact que les riverains, bon, je comprends qu'il y a une nuisance, hein, forcément, c'est une nuisance, c'est un festival qui envoie du pâté à côté de chez soi, mais la nuisance, elle est plutôt... Voilà, ce dont on parlait, c'est vrai que par exemple sur Marseille, il y a peut-être une récurrence. Sur d'autres festivals, moi je travaille sur des petits festivals qui durent 1 ou 2 jours dans l'année. Si on lisse sur l'année, en fait, la nuisance qu'il y a du festival lui-même, il y a une émergence, mais tout au long de l'année, quand même, il y a une nuisance qui est là avec des travaux, de la circulation, des motos, des choses comme ça. Et on n'en tient pas trop compte, ça. Et en fait, je trouve que c'est un peu dommage par rapport à la loi, quoi. Je trouve que c'est un peu... Je vais vous donner un exemple. À Angoulême, toujours, on n'a pas une musique métisse, mais on a une autre manifestation qui s'appelle le circuit des remparts. C'est un circuit d'1 km 230, quelque chose comme ça, comme il y avait autrefois à Pau. C'est, je crois, l'une des dernières villes qui a ce circuit de voitures anciennes, de voitures de collection. D'abord, pendant 15 jours, on va embêter les gens parce qu'on va mettre des rails en plein cœur de ville. Il y a des gens qui ne vont plus pouvoir rentrer chez eux parce qu'ils sont à 2 pas du circuit. Je peux vous assurer que le dimanche où il y a le circuit, vous imaginez les voitures, les Dauphines ou les voitures 1930, ça fait du bruit, ça sent mauvais, mais ils ne sont pas soumis à l'EUNS, par exemple. Pourquoi? Parce que ça dure qu'une seule journée. Ensuite, par rapport à ce que vous dites, moi j'ai un autre exemple, je pensais que vous alliez évoquer ça. Toujours sur nos berges de Charente, qui sont quand même formidables, et qu'on envisage évidemment de développer, ou quand vous évoquiez tout à l'heure que quand vous montez là, vos subs, c'est ça, là, à ce moment-là, c'est le plateau qui en prend plein les oreilles. C'est-à-dire que ceux qui sont en haut, qui n'entendaient pas avant, ils entendent maintenant. Donc on en mettra toujours quelqu'un. Mais je pense à une autre manifestation qui a lieu sur les berges de la Charente, qui s'appelle Dansons sur les quais, et que nous aidons. On met un plateau de danse, et là, ce sont des amateurs. C'est une école de danse qui, pendant 8 jours, 6 soirs, vont faire du tango, du rock et tout. Ils sont soumis à l'UNS, théoriquement. Mais comment ils vont faire avec leur budget? Et puis là, ça veut dire que danser sur les quais, ça va devenir aussi un problème. Comment fait-on? Là aussi, on se pose la question désormais du lieu. Bon, il y a toutes ces questions qui se posent. Maintenant, encore une fois, moi, ce que j'entends aujourd'hui et qui me va bien, et je suis d'accord avec toi que je trouve cette table ronde extrêmement riche. C'est pas toujours le cas des tables rondes. Celle-ci est très riche. Moi, je repars plus nourri que je ne suis arrivé, donc c'est très bien. C'est qu'il faut qu'on prenne tous ces problèmes à bas-le-corps. Effectivement, les petits festivals, les grands festivals, le tiers-lieu qui s'installe dans un quartier qui peu à peu prend la place, par exemple, d'un comité de quartier éventuellement un peu vieillissant dans ses modalités d'animation. Ben oui, c'est pas les mêmes, hein. Ces jeunes qu'on évoquait tout à l'heure, où effectivement, ils boivent des coups dehors, et quand vous leur dites à 1h du matin, c'est terminé, au mois de mai, juin, quand il fait beau, c'est un peu difficile. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que ça arrive de temps en temps, ou est-ce que c'est X fois dans l'année? Par ailleurs, les festivals, ils se font plutôt l'été, au beau jour.
Donc évidemment, pour celui ou celle qui n'avait pas trop de choses jusqu'au mois de mars et qui à partir du mois d'avril, mai, juin a beaucoup de manifestations, ou un certain nombre, voilà, il va considérer qu'un certain nombre c'est beaucoup, et que beaucoup c'est toujours beaucoup trop. Bon, il faut faire avec, mais en même temps, il y a une festivalisation, et il faut s'en réjouir, de nos villes. Elles ne sont plus ce qu'elles ont été. Et il y en a plein qui sont des villes formidables, où il se passe plein de choses, il y a plein d'initiatives, et il faut effectivement que nous arrivions à utiliser, à faire que cette créativité artistique des professionnels, des pratiques amateurs, soit conciliable avec cette tranquillité, qui est une notion mouvante, malléable. Et effectivement, moi, la question, c'est qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est négociable. Bon, on ne va pas résoudre la question tout de suite. D'ailleurs, on ne va surtout jamais la résoudre. C'est sisyphéen. Mais c'est ça qui nous fait avancer. Est-ce qu'on prend une dernière réaction, intervention dans la salle? Ce sera donc une question ici. Juste une petite question pour les BE. N'hésitez pas à vous présenter, merci. Charbel. Donc, au niveau de l'émergence, tout ce qui est niveau d'émergence, etc., là, on parle exclusivement que des DB. Est-ce que vous voyez ce problème géré avec d'autres types de mesures, d'autres unités de mesures qui viennent s'ajouter à ces valeurs de DB? Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'émergence, c'est une différence de niveau. On va dire, si on prend, c'est des niveaux équivalents. Donc, il faut que les deux niveaux représentent la même chose, en fait. Donc, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est ce qu'on appelle chez nous peut-être la dynamique. C'est-à-dire que c'est une émergence, mais en prenant en compte, par exemple, un niveau max et un niveau résiduel. Et pas forcément un niveau ambiant, un niveau résiduel. On peut se retrouver avec un niveau ambiant, une émergence, l'émergence qu'on parle dans les textes, à 10 dB. Si on prend en compte une dynamique, si on prend en compte une différence entre un niveau max et un niveau résiduel, ce qui est important dans les impacts des basses fréquences, là on tombe sur des plus 20, plus 30 dB. Et ça, c'est un critère aussi qu'il faut prendre en compte dans la gêne. Dans la gêne et la nuisance auprès des personnes, c'est un critère qu'on devrait prendre en compte aussi. Mais ça va à l'encontre de ce qu'on se dit là, parce que si on commence à prendre des dynamiques en basse fréquence, là, ça devient très compliqué. Mais néanmoins, la gêne, elle vient de là. C'est pas forcément l'émergence de deux niveaux équivalents, ambiant et résiduel, sur 10 minutes. Sur 10 minutes. L'impact, c'est le boum, boum, boum. Ça, si on prend le niveau max sur 10 secondes, on n'est pas à 10 dB, on est à 35. D'où l'importance des directivités et d'avoir des réjections de moins 30 dB à l'arrière et moins 15 sur le côté, parce qu'en fait, on touche à la réduction de cette dynamique-là et de cette gêne-là. Je ne sais pas si j'ai compris. Alors David veut intervenir, je crois. Juste sur cette histoire de directivité, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on est dans l'axe de l'enceinte, il y a de la dynamique. Quand on est en dehors de l'axe, il n'y a plus de dynamique. Donc même s'il reste du niveau, parce que ça s'est réfléchi dans les immeubles et que du coup ça revient quand même, il ne gêne pas. Parce que c'est pas aujourd'hui, nous, ce qui nous gêne, c'est pas la quantité, c'est le ressenti. Et du coup, quand on a réussi à envoyer le son que dans une seule direction, tout ce qui revient après ne gêne plus. Donc même si jamais il y a de la quantité mesurée, elle n'est pas dérangeante pour les riverains. Et ça, c'est vachement important. Et après, vous posiez la question de comment on fait pour essayer de savoir est-ce que c'est important ou pas. Il y a un critère qui est assez basique, c'est on regarde l'enceinte. Aujourd'hui, les nouvelles enceintes là, que vous pourrez voir à côté, c'est des enceintes qui sont capables de générer 150 dB à 1 mètre. 150 dB à 1 mètre, pour les acousticiens, ça fait des LW à 160 dB. Quand vous avez des enceintes capables de générer 160 dB, c'est évident qu'il faut une étude d'impact. Par contre, quand vous en avez un petit truc qui est prévu pour faire danser à un niveau gentillet où on arrive à se parler avec la partenaire, c'est beaucoup moins utile. Donc on pourrait peut-être tout simplement faire des cahiers des charges qui intègrent la notion de quel niveau de puissance c'est capable de générer, et quand c'est capable de perturber sur 10 km, faut s'en occuper. C'est assez facile quand même. Après, David... Après, la particularité, quand même, David, des petites scènes sur Mars Attack, on s'est aperçu quand même que sur certains points de réception, c'était pas forcément la grande scène qui posait le problème,
c'était la frappe, en l'occurrence. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, là, on est dans le cadre d'un petit système. Oui, mais le petit système de la frappe, c'est déjà un truc qui est capable d'envoyer 140 dB. Oui, Donc, ouais. Bon, oui, ouais. Ouais. C'est Mais pas du coup, un on petit est système. quand même- Alors, Ouais, comparé au très gros système d'à côté, oui, c'est quand un même- petit quand même système. petit. Mais dans mon sens, quelque Oui. chose capable de faire 140, c'est déjà un truc qui est sérieux. En dessous, il n'y a plus rien. Hein. Je vous sens, Ouais, déjà, je vous sens déjà bien parti pour ce qui est annoncé donc à 14h comme étant un débat sur la directivité, donc ça me semble parfait. On a dépassé d'une dizaine de minutes, donc on va mettre fin à cette table ronde. Il nous reste à vous remercier pour votre écoute, à remercier tous les intervenants, à remercier Agisson et à remercier la régie. Merci, au revoir.